Bien, mesdames, messieurs, on est parti pour cette session qui va nous éclairer sur l'électronique de puissance. Alors, vous le savez, dans le cadre de la Tech Academy, on a abordé jusqu'à présent un certain nombre de sujets. Sur les véhicules électriques, alors j'ai envie de dire, on a abordé la partie logicielle sur le SDV, puisqu'en fait, le Software Defined Vehicle, ça va s'appliquer aussi, bien sûr, aux véhicules électriques. Demain, on aura une session sur la réparabilité des batteries. C'est aussi un sujet qui va intéresser, je crois, beaucoup de monde. Ce qu'on essaie de faire, le principe, c'est encore une fois éclairer sur les technologies qui arrivent en amont dans quelques années et faire le lien avec la prévente pour que justement les réparateurs aient le temps de s'informer, de se former. Et nous avons un jeune retraité avec nous, je crois qu'on peut le dire comme ça, Christophe Cross, voilà, qui était chez Valeo et qui intervient au nom de la SIA, la Société des ingénieurs de l'automobile. Et Christophe va nous entretenir de l'électronique de puissance. Alors quand on parle de voiture électrique, on pense aux batteries, on pense aux moteurs, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'électronique de puissance. Donc Christophe, on va charger vos slides et on vous écoute. Bonjour. Il a travaillé, alors on l'encourage un petit peu quand même. Oui, il faut m'encourager, sinon je vais avoir peur. Les 5 premières minutes sont les plus difficiles. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc je vais vous présenter un parcours sur l'électronique puissance. Donc quand la SIA m'a demandé de faire cette présentation, j'ai d'abord bien entendu été honoré. Et puis très heureux parce que je vais vous parler de la passion qui me drive, ça c'est en anglais, mais qui me tire depuis 40 ans au moins. Et vous allez voir pourquoi. Donc l'électronique puissance, vous la voyez tous les jours. Hein. Et vous allez voir pourquoi vous le voyez tous les jours. Donc l'électronique puissance, c'est vraiment l'épine dorsale de tous les véhicules électriques aujourd'hui et de plus que des véhicules électriques. Chaque fois que vous avez de la conversion d'énergie électrique, vous utilisez de l'électronique puissance. Donc la présentation sera structurée en 3 parties. La première, la deuxième et la troisième. Donc la première portera sur l'électronique puissance dans notre vie de tous les jours. Et vous verrez qu'on l'a dans beaucoup d'applications. La deuxième porte sur l'électronique dans les véhicules électriques. Et la troisième partie, en présentant les enjeux actuels. Et la troisième partie, demain, quelle est la perspective de l'électronique puissance? Donc l'électronique puissance, de temps en temps, je suis obligé de regarder les slides pour me rappeler. Donc l'électronique puissance au cœur de notre vie d'aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, vous utilisez l'électronique puissance partout. Aussi bien dans les petits chargeurs de téléphone ou de laptop ou d'ordinateur, que dans des grues, que dans des ponts roulants, et même dans certaines attractions de foire. Donc là, le Space Mountain que je vous montre, il y a de l'électronique puissance pour pousser l'obus à travers le canon. Et c'est deux gradateurs de 120 kW chacun qui vous donnent un grand coup de pied aux fesses. Alors, historiquement, l'électronique puissance est assez vieille, une centaine d'années. Donc on a commencé avec les tubes. Donc pour ceux qui ont moins de 60 ans ou 70 ans, ils ne le connaissent pas. Mais ça a commencé par les tubes à arc. Et les premières applications de 1920, ça a été le métropolitain de New York. Et puis on a eu une deuxième étape, début 50, et qui a été une vraie révolution par l'introduction du silicium, de la technologie silicium planar. C'est ce que vous avez tous les jours aujourd'hui dans votre ordinateur, votre téléphone, votre téléviseur. Mais 1950, ça a été un vrai tournant. Donc 47, c'est le prix Nobel pour le transistor bipolaire. Et dans les années 60, 65, ça a été le premier circuit intégré. Ce qui a permis d'avoir derrière les petits microprocesseurs. Donc à cette époque-là, il y a des noms très très connus donc, qui ont créé Intel, qui ont créé Fairchild, qui ont développé la technologie. Et de temps en temps, j'ai eu la chance de les rencontrer. Donc une première rupture dans les années 60, une deuxième rupture dans les années 80 avec l'introduction de ce qu'on appelle un interrupteur IGBT. Alors IGBT, c'est un transistor bipolaire qui a la particularité de ne pas
qu'il ne nécessite pas de puissance électrique pour le commander. Donc ça, c'est ma période de chercheur au CNRS. J'ai eu la chance d'être parmi les 3 de partenaires dans un laboratoire. Donc il y en avait 3 dans le monde à cette époque-là pour développer la partie académique, donc la théorie, la physique du semi-conducteur là avec plein d'équations. Mais je faisais les équations et je fabriquais les composants derrière. Donc ça, c'était les années 85 où c'est sorti. Et grâce à ça, on a amélioré d'une manière infinie la fiabilité. Donc la première application, ça a été les TGV dans cette époque-là. Donc grâce à ça, on a battu le record de vitesse. Et la deuxième, c'est des variateurs de vitesse pour piloter des moteurs électriques. Donc j'ai eu aussi l'opportunité de travailler sur les premiers variateurs de vitesse dits industriels qui ne tombaient pas en panne, ou pas souvent, ou moins souvent que les précédents. Donc là, j'ai eu la chance de tout faire, puisque dans les années 90, on faisait tout. Mais on a divisé par 3 le volume de ces produits. On a divisé par 3 les coûts, mais on a surtout multiplié par 3 les quantités. Donc l'entreprise qui s'appelle Schneider Electric a maintenu sa performance et sa position de leader mondial un peu grâce à cela. Et puis depuis les années 2000, il y a une troisième étape qui se fait, qui porte sur l'introduction de nouveaux types de semi-conducteurs, les semi-conducteurs qu'on appelle à la bande large. Donc il y en a un que vous connaissez certainement, qui est le carbure de silicium. Le prochain, ça va être le GaN. Donc le GaN, déjà, vous l'utilisez tous les jours dans vos chargeurs de téléphone. C'est pour ça qu'ils sont aussi petits. Et là, l'étape, ça va être encore plus fiable et encore plus petit que ce que vous avez aujourd'hui. Donc on l'utilise dans les chargeurs de téléphone. On commence à l'utiliser dans les véhicules électriques, surtout dans les convertisseurs dits DC-DC. Ça, c'est les premières étapes et on commence à en voir aussi sur les onduleurs. Alors je vais me permettre peut-être une petite question, mais c'est vrai qu'entre le carbure de silicium, nitrate de gallium, c'est un petit peu l'opposition parfois. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être en 2 mots les enjeux ? Comment vous dire ? Il y a une caractéristique principale qui est importante dans les semi-conducteurs, c'est la vitesse mobilité des électrons. Parce que plus l'électron va vite, plus le temps de commutation est court. Et plus le temps de commutation est court, plus les pertes sont faibles. Donc le silicium, je n'ai pas les idées, j'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais le silicium, l'électron il galope à 1 mètre par seconde. Dans le carbure de silicium, c'est 10 mètres par seconde. Et dans l'arsénium gallium, c'est 100 mètres par seconde. Donc le fait de diminuer par 10 et par 100 le temps de réaction du composant permet aussi de réduire les pertes. Et ça permet d'augmenter d'une manière assez forte le rendement du convertisseur. Donc aujourd'hui, les convertisseurs qu'on a, ils tournent autour des 90-92% de rendement. Avec l'arsénium gallium, on est presque à 96. Et je peux vous dire, les 4% qui en plus, c'est quelques pourcentages de plus sur l'autonomie du véhicule. Donc le leitmotiv de tout ça depuis 100 ans, c'est plus efficace, plus fiable et de plus en plus compact. Entre le métro de New York en 1920 et votre chargeur de téléphone, il n'y a pas photo en termes de taille. Maintenant que, donc, point de vue, on va faire un peu de technique. Donc un schéma typique d'électronique puissance, c'est celui que vous avez derrière le dos, derrière mon dos, fonctionnel. Grosso modo, il y a 2 éléments. Un convertisseur AC-DC, et pas le groupe australien, le groupe Conversion Énergie. Donc il convertit de la tension alternative en tension continue, et un convertisseur DC-DC qui adapte cette tension continue à la tension continue de la batterie. Donc ça c'est typique, et vous allez retrouver la même chose dans tous les produits qui contiennent la conversion d'énergie électrique. De quelques watts à 300 kW, je crois que c'est ça le plus gros, ou 500 kW, ou même 5 MW qu'on a dans le TGV. Donc maintenant, si on rentre dans le véhicule électrique, que se passe-t-il ? La même chose. C'est bien électronique puissance, on a des boîtes et on rajoute des boîtes. Donc on associe les boîtes entre elles. Donc on a toujours, dans un véhicule électrique, un convertisseur AC-DC,
parce que vous allez vous brancher sur le réseau électrique, qui est souvent alternatif. Après, vous passez du DC au AC pour pouvoir piloter un moteur électrique. Et comme vous avez toujours des équipements en 12 volts, vous avez un convertisseur DC-DC qui vous permet de passer cette tension batterie qui est peut-être 48 volts si c'est facile, à 400 volts, 800 volts, et on verra plus loin après, pour pouvoir alimenter votre autoradio et votre téléphone. Donc si on rentre un peu dans le détail, donc ça c'est le schéma un peu plus détaillé. Donc là il y a des kilos de composants et de papier. Et quand vous êtes en mode de charge, c'est ça? Donc en mode charge, vous avez les éléments suivants qui sont activés. Donc un chargeur, on-board chargeur dans l'anglais du terme, qui vous permet de transformer la tension AC en tension DC, avec un élément important, ou deux éléments importants. Le premier, alors ça c'est de l'électrotechnique pure, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'harmonique rejetée au réseau, sinon vous êtes déconnecté du réseau. Ça c'est la loi, en Europe et dans le monde entier. Et puis surtout, cette isolation galvanique. Parce qu'il est hors de question de connecter du 400 ou du 800 volts sur le réseau 220. On verra pourquoi, mais en électricité, on dit que la tension tue. Et donc là, c'est pour éviter que vous mouriez à la première application. Et lorsque vous branchez votre prise sur votre réseau électrique, à la maison ou sur la borne de recharge, le flux d'électrons est le suivant, et celui qui est présenté statiquement sur le slide. Donc il y a des courants, donc de l'énergie électrique qui passe du réseau vers la batterie. Alors là, ça c'est ce qui se passe quand vous êtes un onduleur, un on-board chargeur monodirectionnel. Il y a d'autres schémas électroniques qui vous permettent de faire du bidirectionnel. C'est-à-dire la batterie vient apporter de l'énergie au réseau. Donc là, c'est très à la mode aujourd'hui pour pouvoir stabiliser le réseau électrique et utiliser la batterie électrique comme élément d'inertie de votre réseau électrique, de votre grid. En anglais, ça s'appelle grid. Quand vous êtes en roulage, c'est bon, moi je suis toujours en roulage. Donc en roulage, c'est la batterie qui fonctionne, qui apporte l'énergie. C'est pas le réseau, bien sûr, parce qu'on n'a pas une rallonge de 3 km, ni de 350 km. Qui alimente directement un moteur électrique triphasé ou hexaphasé, suivant les cas, à travers cet onduleur DC qui fait une conversion DC en AC. C'est tout simple. Donc le courant, quand il se balade, il part de la batterie vers le moteur électrique. Ouais, c'est toujours bon. Et quand vous êtes en régénération, c'est-à-dire par exemple vous avez un problème sur votre véhicule et le garagiste arrive et tire la voiture. Donc vous êtes en régène. Alors pardon pour l'acronyme, mais le moteur ne marche plus comme un moteur, mais marche comme une génératrice. Donc l'énergie mécanique est transmise par le moteur vers la batterie et vers la capacité. Donc si vous ne faites rien, la tension de la capacité monte et au bout d'un moment, la capacité elle fait boum. Donc personnellement, c'est bien, sauf qu'il faut changer la capa et après, il faut payer la bouteille. Donc ce qui m'est arrivé dans mes premières expériences de variateur, j'ai payé la bouteille à l'équipe. Parce que j'avais fait ça. Je n'avais pas compris qu'il fallait rajouter quelque chose pour déconnecter le système pour éviter ce cas-là. Donc dans la voiture, vous avez souvent une boîte de vitesse, un ou deux rapports, avec un point mort. Donc quand vous remorquez la voiture, surtout quand les roues tournent, il faut se mettre en point mort. Sinon vous cassez vraiment la capa et c'est irréparable. Donc ça c'est pour que vous amusiez de moi quand j'étais jeune, une trentaine d'années. Donc point de vue intégration mécanique, aujourd'hui, jusqu'à avant-hier, j'allais dire, on essaie de tout mettre autour du moteur. Donc là, si vous allez sur le stand Valeo, il y a le 3-in-1, c'est-à-dire onduleur plus moteur électrique, plus boîte de vitesse, mais vous pouvez aller mettre tout autour du moteur, l'onduleur, l'onboard charger, le convertisseur DC-DC, vous pouvez tout mettre ensemble. Là, dernièrement, Stellantis a fait un peu de pub
l'électronique peut aussi se mettre à l'intérieur de la batterie. Et le moteur électrique être tout seul. Donc ça présente des avantages, ça présente des inconvénients. On pourra en parler rapidement tout à l'heure dans les questions. Vous faites référence à la batterie Ibis de tout à fait, Stellantis. exactement. Ils viendront la présenter d'ailleurs demain ici même sur la Tech Academy. Allez-y parce que moi j'ai travaillé sur un IGBT, donc 1980 grosso modo. La première application industrielle c'était 1990. Alors c'était facile parce que on utilisait la technologie planar, donc qui était totalement... ça existait, tout le monde en faisait. Donc c'était 10 ans, c'est court. Passer de la recherche académique à une vraie application industrielle, 10 ans, c'est court. C'est plutôt 30 ans d'habitude, ou 50 ans. Donc c'est long. Et là pour Ibis, ça fait 10 ans qu'ils y travaillent dessus. Bon, maintenant, les enjeux actuels. Alors le premier, que vous pouvez voir à côté là, chez Garak, c'est Safety First. Si vous travaillez sur des véhicules électriques à haute tension, en dessous de 60 volts, donc du 400, du 800 volts et de même 1200 volts, la tension tue. Il n'y a pas photo. Je veux dire, il ne faut même pas se poser de questions. Dès que vous travaillez sur un véhicule en réparation, même hors tension, il faut prendre toutes les précautions que vous apprenez à travers l'habilitation. L'habilitation électrique, elle n'est pas là pour avoir un certificat. C'est surtout pour vous apprendre comment manipuler ici. Ouais, tu voulais... Ce que je me dis, c'est qu'on a de plus en plus de voitures à 800 volts. Donc ça veut dire qu'on peut se tuer en Porsche, mais par rapport à la tension en fait, de la batterie. C'est pour ça que sur la batterie, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a des fusibles ultra rapides pour être sûr et certain que la batterie soit totalement déconnectée de toute pièce mécanique. Donc c'est ce qu'ils appellent les pyrofuse, donc qui se déclenchent dans la microseconde. C'est comme le même produit que ce que vous avez dans votre dans le volant là pour l'airbag, c'est les mêmes choses pour assurer la sécurité, votre sécurité. Et là, ça pardonne pas là. Donc j'ai pas eu à traiter ce type de safety, de problème safety, et j'en suis heureux, mais il faut pas réfléchir là. Il faut appliquer, il faut faire comme les agents IDF que vous voyez, s'habiller, mettre les EPI, le casque, les gants, et des gants étanches, pas des gants avec des trous. Donc c'est pour ça qu'il y a cette habilitation électrique et c'est obligatoire. C'est pas uniquement pour avoir le joli tampon, c'est pour être sain soi-même. Sinon, il y a un cercueil à la fin. Donc, le deuxième enjeu dans l'électrique, enfin, comme dans le thermique, c'est pareil, mais c'est un peu plus grand, c'est que qui dit conversion d'énergie, dit perte. Qui dit perte dit échauffement, donc il faut gérer l'échauffement. Donc aujourd'hui, dans toutes les voitures électriques, on gère l'échauffement du moteur électrique, de l'électronique puissance et de la batterie en même temps. Avec de l'eau glycolée, avec un circuit qui tourne, avec une relation avec le thermique habitacle, puisque ça chauffe. Donc autant utiliser cette chaleur-là pour aussi chauffer votre habitacle. On parlera du reste après. Et la montée en tension, bon, ça c'est vieux comme la bataille entre Tesla et Edison. Il faut monter en tension pour réduire le courant, U égale RI, P égale U comme multiplie, donc plus la tension monte, plus le courant baisse. Plus le courant baisse, plus les sections de câbles, de composants baissent, donc c'est moins cher, c'est moins lourd. Donc l'évolution de demain, aujourd'hui on est passé de 400 à 800 volts, dans 2 ans on verra apparaître les véhicules à 1200 volts. Je ne connais pas ce que font, ça fait 2 ans que je suis parti chez Valeo, je ne sais pas où ils en sont exactement, mais c'est une certitude. C'est pour ça qu'il y a 30 ans que j'ai fait ma thèse, on a travaillé le 1200 volts direct. Et le troisième sujet qui peut vous intéresser en tant que secteur aval, donc fiabilité du hardware, je ne parle pas du véhicule, hardware. Les cahiers des charges, les contraintes, les règles de l'art font que le taux de panne du matériel, c'est 10-6 pannes par heure. Donc c'est plus, le MTBF, c'est supérieur à 1 million d'heures. Donc là, en principe, dans les cas normalement normaux d'usage, vous ne cassez pas la partie électronique. Bon, bien sûr, si vous mettez la voiture dans l'eau, il y a de fortes chances que l'électronique meure. Mais si vous roulez normalement, dans les conditions, dans le désert de Gobi, dans la vallée de la mort ou
à 5000 mètres dans le Chili ou au Pérou, vous n'avez pas de problème. Et le deuxième, pour le secteur aval, qui peut être intéressant, on a un microcontrôleur, on l'a vu dans le SDV là. Donc un microcontrôleur, ça mesure plein de choses. Donc il y a plein d'informations qui se trouvent dans le véhicule. Et ça, pour le secteur aval, ça peut être une variable pour créer de nouvelles valeurs ajoutées. Parce que vous allez savoir on sait exactement ce qui se passe dans les véhicules. On en a parlé ce matin. On sait exactement comment marche l'électronique, comment fonctionne le moteur, pourquoi la batterie elle n'est pas aussi parfaite que ça. Donc, et comment l'améliorer, comment améliorer l'autonomie en final. Donc ça, il y a des choses à faire. Je ne vous dirai pas quoi, mais il y a des choses à faire. Il y a du business à trouver. Et demain, c'est ça? Ah oui, un fait technique important. On parle tous d'autonomie. Le système, ça ne va jamais assez loin. Donc, pour en discuter avec vos clients, si vous en avez là, ça c'est l'équation. Dans un cas parfait, je roule à vitesse constante et sur une roue plate. Plane, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Mais bon, ce que vous voyez, c'est que cette distance d'autonomie est directement proportionnelle à la batterie. Plus il y a d'énergie dans la batterie, plus ça va loin. C'est multiplié par le rendement du système électronique et mécanique. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on est autour des 90-95%. C'est pour ça que tout le monde veut gratter un peu les 5% sur l'électronique puissance, parce que là vous allez passer 95-96, donc même le petit pourcent ça fait gagner un peu. Et c'est inversement proportionnel aux pertes. Donc la vitesse au carré. Donc à 90, vous allez plus loin qu'à 130, mais ça va au carré. Et la masse du véhicule. Donc les véhicules à 3 tonnes, c'est moins bien que les véhicules à 1,7 tonne. Donc pour avoir des chiffres, voilà, pour les imprimer, donc c'est les chiffres que j'ai récupérés grâce à l'Argus. Ils ont fait une analyse sur les 60 véhicules. Donc si vous passez de 1700 kg, donc 1,7 tonne à 2 tonnes, c'est ça? Ouais, 2 tonnes. Mais vous perdez 15% de distance. Donc ça se voit. Hein. En vitesse, donc ils ont fait un parcours autoroutier et puis autoroutier. Donc c'est 50%. Donc autoroutier, ils mélangent 30 km/h, 50, 70, un petit peu de 110 par rapport à du 130, donc divisé par 2. Et puis l'aérodynamique des véhicules, c'est pour ça que tous les véhicules qui ont des autonomies importantes ressemblent tous à des Porsche. Parce que le CX est meilleur sur une Porsche que sur une Ford F-150. Hein? J'aime bien le Ford F-150, mais pas pour ça. Et demain, comment ça va être? Donc, je vais ouvrir plutôt des portes qu'en fermer. Donc en électronique puissance, c'est toujours la même tendance. C'est la compacité, il faut améliorer, de plus en plus compact. Il faut réduire le poids, il faut réduire le coût. Ça c'est depuis 40 ans ou 50 ans, c'est toujours pareil, ou 100 ans. Sur le véhicule électrique, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'introduction de ces semi-conducteurs à bande large. Donc d'abord le silicon carbide, et puis après le GaN, et avec la montée en tension. Le 1200 volts, pour les raisons que je vous ai dites. Le refroidissement, donc on commence à le voir là, mais clairement on va mettre l'onduleur dans de l'eau. Enfin, c'est pas de l'eau, c'est un diélectrique, comme on fait aujourd'hui sur les serveurs. Aujourd'hui un serveur, il est plus refroidi par un ventilateur. Hein. Ils le mettent dans un diélectrique. Donc là, vous aurez la même chose sur un véhicule. Donc c'est plus de l'eau glycolée, donc déjà c'est pas top. Hein. Manipuler de l'eau glycolée, c'est pas top, mais là ça va être pire pour la maintenance. Et puis l'intégration. Alors soit un train électrique tout autour du moteur, ou soit tout autour de la batterie. Conclusion, je vais m'arrêter là avant de répondre à vos questions. Donc l'électronique puissance, c'est l'épine dorsale. Le futur, au moins pour des ingénieurs, c'est génial. C'est enthousiasmant. Ah oui, pour le secteur aval, le métier, il va totalement changer. D'un métier très mécanicien à un métier d'électrotechnicien. Au lieu d'avoir des mains noires, vous allez avoir les mains blanches. Et puis vous allez voir, vous allez passer de risques visibles
à des risques invisibles. Prendre un coup de jus, vous n'allez pas le voir, hein, mais vous allez le prendre. Et le dernier point, devenir un EV Ready Garage. Donc là, vous en avez un qui est montré par Revolt, là. C'est une bonne référence. Ça ouvre des perspectives de business. Merci à Christophe Cross pour ce cours assez remarquable, je trouve. Ah oui, c'est bon. Alors, j'ai rien compris à l'équation, mais c'est sans doute normal, hein, celle qu'on a vue tout à l'heure. Ce que je peux dire simplement, c'est que Revolt sera présent ici même demain pour la table ronde sur la réparabilité des batteries. Et justement, il y a Bip Batteries qui sera là aussi. Enfin, on parlera du suivi des données. Donc, comment on fait pour suivre et diagnostiquer l'état de santé pour les batteries. Sur l'électronique, quand même, une question, parce qu'on sait que l'électronique a la question de l'obsolescence et surtout de la disponibilité. Parce que ceux qui font les puces, les fondeurs, en fait, pour eux, l'automobile, c'est un marché parmi d'autres. On a bien vu que le Covid, que les jeux vidéo et les télés, les ordinateurs, c'était bien plus prioritaire que les voitures. Et quand ils arrêtent une série, ils arrêtent et il n'y a plus la pièce. Donc, est-ce que ce risque est comparable pour l'électronique de puissance? Pareil. Pareil. Et on est un petit marché. Le marché automobile est un petit marché pour les semi-conducteurs. Hein. Donc l'industrie semi-conducteur, il faut penser, c'est exactement comme des hauts fourneaux. Hein. Il faut que vous fassiez des quantités. Donc l'électronique puissance, même si l'automobile est un marché important, c'est que 5 à 10% de leur quantité. Hein. Donc on est petit. Donc il faut prévoir. Donc il faut prévoir la réparabilité. Alors c'est pas de la réparabilité. Il faut prévoir que dans votre production, qui peut durer 10 à 15 ans, il faut être capable qu'avec le même produit, enfin, avec la même fonction ou dans le même volume, vous puissiez suivre l'évolution technologique de vos fournisseurs. Donc ça veut dire que vous travaillez avec vos fournisseurs très très longtemps à l'avance. Donc là on est copains-copains. Hein. On n'est pas copains sur le business. Quand on parle achat, c'est toujours pareil, c'est trop cher pour les uns et c'est pas assez cher pour les autres. Mais au point de vue techno, on est copains-copains parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Enfin, même eux ne peuvent pas le faire tout seul. Et nous, on ne peut pas travailler non plus sans les OM. C'est pas possible. Donc c'est toute une chaîne et c'est ça qui fait que ça devient intéressant aussi. Il faut prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 3 ans, compliqué. 5 ans, c'est difficile. Puis qu'est-ce qui va se passer sur les 15 prochaines années, quoi, hein, ou 20 ans. Et souvent, on a des contrats avec des fournisseurs, des clients, qui demandent 15 ans de maintenance après la dernière date de production. Donc quand vous avez des véhicules, surtout américains, le SOP c'est 0, la fin de production c'est plus 15 ans, et après ils demandent plus 15. Donc il faut être capable de réfléchir sur 30 ans. Donc la logistique n'est pas immédiate. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour des remarques ou des commentaires élogieux? Des commentaires. Il est non, mais les aussi. élogieux, ça. Vous pouvez mettre jusqu'à 5 étoiles si vous voulez. Ah, vous avez une question, parfait. C'est pas une question, juste un commentaire. Je travaille pour EDF et bravo. Merci. Je vois que le courant est passé. Voilà. D'autres commentaires, d'autres questions? Eh bien, je propose qu'on remercie très chaleureusement Christophe Cross pour son travail. Deux trucs. Ah oui. 2 choses. Le contact, c'est pas fini. Alors, il y a des contacts. Si vous voulez voir, alors c'est pas moi qui l'ai fait, donc je peux le vendre facilement. Ça, c'est une vidéo qui dure 5 minutes, qui reprend ce que j'ai dit pendant 20 minutes. Donc, ils sont plus efficaces. Donc, c'est fait dans le cadre d'une initiative qui rentre dans France 2024, et vous avez cette vidéo-là. Et pour la préparation de cet exposé, parmi toutes les docs que j'ai lues, il y en a 4 qui m'ont retenu, plus. C'est les 4. La première, ça porte sur l'habilitation électrique de l'INRS, donc ça, c'est bien. La deuxième, c'est la SIA qui fait une formation d'une journée sur les architectures des véhicules électriques. Donc on parle de batterie, un peu d'électronique puissance et beaucoup de moteurs électriques. Parce que j'ai parlé que d'électronique puissance, mais il y a autant d'intelligence dans un moteur électrique. Et puis beaucoup d'intelligence aussi dans les batteries.
Le troisième, c'est si vous voulez rentrer dans l'électronique de puissance, la première étape, c'est les techniques d'ingénieur. Très bien fait, hein. C'est des profs qui sont bons quand même. Et le dernier, c'est j'ai oublié le nom, mais c'est un truc de France Info, un reportage de France Info sur un EV Garage Ready. Et si je me souviens bien, c'est Revolt qui est le sujet de la truc. Et c'est très très bien fait. Donc ça, c'est les quatre références que je vous partage suite à mes explications. Et puis la dernière, merci.